Y a-t-il un continuum espace-temps? Si vous êtes familier avec la théorie de la relativité, vous avez certainement entendu ce terme. Si vous avez regardé Star Trek, pareil. Dans Star Trek, on parle sans cesse du continuum espace-temps. Mais est-ce que ça existe? Dans ma théorie des mesures incomplètes, il n'y a plus de continuum espace-temps, d'une part parce qu'il n'y a plus de continuum, et d'autre part parce qu'il n'y a plus d'espace ni de temps. Il n'y a plus de continuum parce que toutes les mesures que nous savons faire en physique sont des mesures discrètes. C'est un problème que je vais décrire dans un instant comme étant un problème de carreaux ou de lignes. Et il n'y a plus d'espace ou de temps parce que nous avons simplement des mesures d'espace ou des mesures de temps et que ces mesures ne sont pas équivalentes entre elles. Elles ne décrivent pas toutes le même espace ou le même temps. Alors commençons par le continuum. Quand je regarde un double décimètre avec des marques millimétriques dessus, je peux voir un intervalle entre deux marques millimétriques. Et du coup, j'ai l'impression que la résolution de mon double décimètre est supérieure au millimètre. Parce que la résolution de mon œil l'est. Mais en réalité, le double décimètre lui-même ne me permet de mesurer qu'au millimètre près. Et si je dis c'est entre 12 et 13 mm, je n'ai plus à ce moment-là une véritable mesure, mais à la rigueur une description probabiliste de possibilité de mesure. Lorsque je mets un microscope à côté d'un double décimètre, je peux regarder les marques de mon double décimètre dans le microscope et elles seront très agrandies. Maintenant, ce qui faisait 1 mm dans l'espace physique va peut-être apparaître comme faisant 1 cm ou plus. J'ai donc recalibré avec un autre dispositif physique et j'ai une mesure différente qui me donne une résolution différente. Mais je mesure vraiment des choses qui sont différentes. Pour vous montrer qu'on mesure véritablement des choses différentes, je vais reprendre un exemple que j'ai déjà pris dans une autre vidéo, de comparer le mètre étalon, qui était la définition du mètre en 1900, et la définition actuelle du mètre qui est basée sur le déplacement de la lumière. Je peux les calibrer pour qu'elles soient strictement identiques sur une longueur d'1 mètre. Donc, 1 mètre étalon et 1 mètre mesuré avec de la lumière, ça mesure la même chose. Très bien. Mais si j'accumule un très grand nombre de mètres étalons ou un très grand nombre d'intervalles de temps mesurant une longueur avec la lumière, je n'ai pas du tout le même résultat. Parce que le rayon laser qui va me servir à mesurer avec de la lumière va parfaitement en ligne droite, alors que mon accumulation de mètres étalons, elle va suivre la courbure terrestre. J'ai donc deux mesures que j'ai pu calibrer pour qu'elles disent la même chose sur une petite distance, mais si je pars à l'infini, elles divergent complètement. Et c'est le cas général. Je peux calibrer deux mesures pour qu'elles disent la même chose localement, ça ne me garantit jamais qu'elles diront la même chose à l'infini. Et donc, je ne peux plus parler d'un seul espace. Et de la même façon, je ne peux plus parler d'un seul temps. Dans le cas des unités de temps, on a un exemple qui est assez bien connu. C'est ce qu'on appelle la mesure au carbone 14. C'est basé sur une décroissance radioactive. Et donc, par rapport à la mesure de temps normale, eh bien, la mesure au carbone 14 suit une courbe exponentielle. Et donc, je n'ai pas du tout une relation linéaire entre les deux. J'ai deux mesures de temps qui ne fonctionnent pas sur les mêmes principes. Ça veut dire notamment que si on considère que la résolution, c'est les unités qu'on est capable de compter, eh bien, la résolution d'une mesure de temps traditionnelle comme la seconde et la résolution d'une mesure comme celle au carbone 14 varient l'une par rapport à l'autre au fur et à mesure qu'on change d'échelle. Donc on n'est pas du tout
sur les mêmes principes et on n'a pas un seul temps, on n'a pas un seul espace. On est obligé, pour passer d'une mesure de temps à une autre ou d'une mesure d'espace à une autre, de faire des processus d'ajustement qui ne sont pas nécessairement linéaires ou qui peuvent n'être linéaires que sur un petit intervalle et on ne peut pas extrapoler en dehors de cet intervalle. Les mathématiciens connaissent bien cette erreur qui consiste à dire si je peux faire coïncider deux fonctions à l'intérieur d'un intervalle, ça ne veut pas dire pour autant que ces deux fonctions coïncident à l'extérieur. Pour revenir au continuum, toutes nos mesures sont discrètes. Tous les appareils de mesure que nous savons construire vont nous donner un nombre fini de résultats. Le continuum, c'est une simplification qui nous permet de mettre sur une même échelle des mesures faites avec un microscope électronique, avec un double décimètre, ou avec un odomètre, ou avec un satellite. Toutes ces mesures de distance ont des processus physiques complètement différents. Je ne peux pas les aligner parfaitement à toutes les résolutions. Et pourtant, on invente cette illusion du continu, ce continuum complètement imaginaire sur lequel on va placer toutes nos mesures. Et ça, c'est une grande différence avec ce que je propose dans la théorie des mesures incomplètes. Alors, une bonne analogie, c'est les carreaux et les lignes sur le mur de votre salle de bain. Vous savez, ces carreaux qu'on met, ils sont séparés par des lignes. Et on peut se donner l'impression qu'on pourrait tracer des lignes infiniment fines entre les carreaux, jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement jointifs, et puis qu'on pourrait se servir d'un nombre infini de ces lignes infiniment fines pour remplir l'intérieur du carreau. Et c'est ce qu'on fait quand on parle de continuum. Albert Einstein, dans, je crois, le chapitre 25 de son livre sur la relativité, appelle ça l'hypothèse gaussienne. C'est-à-dire, c'est une hypothèse qui consiste à considérer que je peux remplacer ma surface par une infinité d'axes qui couvrent toute la surface. Et ça marche très bien en mathématiques continues. Mais dans la réalité physique, si je définis des carreaux comme ça qui sont séparés par des lignes infiniment fines et que je positionne par exemple des billes dessus, mes billes seront majoritairement posées sur les carreaux, pas sur les lignes. C'est très difficile de les aligner sur les lignes puisque les lignes sont infiniment fines. Les carreaux prennent de la place. Et donc l'interaction avec mon sol, la position que je vais pouvoir définir, ça sera en fait des positions sur des carreaux. Même si je prends deux systèmes de carreaux avec des carreaux de même taille et que j'essaie de les superposer l'un sur l'autre, je vais avoir ce qui est à l'intérieur d'un carreau se répartir sur 1, 2, 3 ou 4 carreaux de même taille sur l'autre grille. Donc par exemple, je peux avoir mes deux grilles qui sont penchées l'une par rapport à l'autre, etc. Et donc un carré sur une des grilles va couvrir un certain nombre de carrés sur l'autre grille. Ce qui veut dire que si je sais qu'un objet est à l'intérieur d'un carreau, eh bien, je ne sais plus exactement sur quel carreau il est dans l'autre grille. Si les deux grilles sont exactement alignées, je sais. Mais si elles sont un petit peu décalées, alors je vais simplement pouvoir dire il y a tant de chances qu'il soit dans un autre carreau, tant de chances qu'il soit... En fait, il y a 4 carreaux possibles et puis je vais avoir une proportionnalité qui va m'indiquer les chances que je trouve ma bille dans tel ou tel carreau. Donc un changement de coordonnées dans la théorie des mesures incomplètes doit prendre en compte la possibilité comme ça de recouvrements qui ne sont pas parfaits et donc d'avoir des changements de coordonnées qui deviennent probabilistes. Alors ce n'est pas de la science-fiction parce que ça on le fait tous les jours avec nos smartphones. Si par exemple je tourne la tête comme ça, vous avez un mouvement qui est un mouvement physique. Ce mouvement physique, il va se traduire par un déplacement de pixels sur votre écran. Et vous allez prendre l'ensemble des choses qui composent ma tête, vous allez voir cet ensemble d'informations numériques qui se déplacent d'une certaine façon,
et vous allez associer ça à une rotation ou à une translation ou à un déplacement physique. Mais si je tourne mon smartphone comme ça, la rotation que vous avez vue, là encore, est une rotation physique. Mais pourtant, ce qui a changé sur votre écran, c'est juste des pixels qui ont tourné. Et donc, ce que je suis en train de vous montrer là, c'est que la transformation mathématique qui se produit sur les pixels est une bonne représentation d'une rotation physique. Et en fait, c'est comme ça que fonctionnent, par exemple, les jeux en 3D. Ils vont simuler par des rotations mathématiques les rotations physiques dans notre univers. On peut faire ces transformations, elles sont donc similaires aux changements de référentiel, les translations, les rotations, les changements d'échelle, etc. qu'on pourrait avoir et dont on a besoin dans une théorie comme la relativité pour passer d'un système d'axes à un autre, avec une différence importante. D'une part, ce côté probabiliste dont je vous ai parlé, d'autre part, le fait qu'elles ne sont pas complètement réversibles, en particulier à cause de ce côté probabiliste. Mais une autre raison, c'est quand on fait un zoom numérique, par exemple, eh bien, on va réduire la quantité d'informations et on ne peut pas reconstruire l'information qui manque quand on zoome dans l'autre sens. Alors qu'en relativité, comme je travaille avec des nombres réels, si je multiplie par 2, par 4, par 8, je peux toujours diviser par 2, par 4, par 8. Et je peux multiplier par 1 million et diviser par 1 million, ça ne pose aucun problème. Alors, qu'est-ce qui gagne entre la théorie de la relativité et la théorie des mesures incomplètes? Il suffit de regarder dans un télescope et de constater que la résolution dans un télescope est limitée. Lorsque je regarde loin dans l'univers, la résolution dont je dispose est moins bonne que quand je suis à côté de l'objet. Donc la description que donne la théorie des mesures incomplètes est plus correcte. Elle est capable de prendre en compte cette perte d'information. Voilà, donc ça c'est pour vous dire que la théorie des mesures incomplètes propose une représentation de la physique dans laquelle le continuum espace-temps est devenu obsolète. Il n'y a plus de continuum et il n'y a plus d'espace et de temps, il y a des mesures d'espace et de temps. Et ça c'est amusant parce que ça veut dire que si cette théorie est correcte, eh bien à l'époque où Star Trek est supposé se dérouler, les gens ne parleraient plus de continuum espace-temps parce que c'est devenu une notion qui ne fonctionne pas. À très bientôt!